Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Cette fois-ci, j'ai l'honneur d'interviewer Captain Trading. Salut à toi. Salut, salut, bonsoir à tous, bonjour à tous. Du coup, pour commencer cette interview, je voulais encore une fois faire deux, trois rappels. Premièrement, en aucun cas, en tout cas, une vidéo qui inclut des conseils en investissement, des conseils financiers. Faites vos propres recherches, renseignez-vous. Là, on va parler de nos expériences et surtout de l'expérience de Captain Trading. Et surtout, aujourd'hui, on va parler a priori majoritairement de trading et d'investissement. Donc, si vous cherchez des builders ou des gens qui sont moins dans la spéculation, je pense que ce sera l'occasion de regarder peut-être d'autres interviews comme celle de The Big Whale ou même certaines autres interviews que je vais faire par la suite. Mais voilà, aujourd'hui, vraiment, on va parler spéculation, trading, investissement. Enfin bref, tout ce que je kiffe et je pense ce que tu kiffes aussi. Euh, C'est ça. du coup, pour commencer, bon, question bateau, question basique, mais comment tu pourrais te présenter assez simplement? Alors, du coup, je me présenterai assez simplement comme un trentenaire, tout juste trentenaire, du coup. J'ai eu 30 ans l'année dernière, quasiment à la même époque, hein, c'est quasiment mon anniversaire. Passionné par les cryptos en général, passionné par l'investissement, le trading, donc complètement mordu en fait de cette activité. Ce qui me plaît énormément dans cette activité, en outre, hein, évidemment, de tous ces projets novateurs, c'est aussi la partie mindset et la partie évolution personnelle que permet finalement cette activité. Donc, en gros, voilà, je suis mordu de trading, de crypto et d'évolution, en fait, au sein de son mental, principalement. Ok. J'ai cru comprendre que tu avais une histoire assez particulière. Est-ce que tu pourrais peut-être l'expliquer dans les grandes lignes? Parce que je pense qu'il y a une vidéo peut-être que tu as faite que tu pourrais mentionner qui retrace vraiment tout ton parcours. Mais peut-être pour expliquer un petit peu succinctement ton histoire, d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant les cryptos et qu'est-ce qui t'a un petit peu mené ici, quoi. Parfait. Donc en effet, il y a une vidéo qui s'appelle l'histoire du Capitaine, qui du coup, elle, peut être un résumé en une vidéo, voilà, de pas mal d'années. Notamment comment j'ai découvert les cryptos, etc. Donc ça, c'est une vidéo un peu plus longue. Mais pour résumer, en gros, voilà, avant d'avoir découvert les cryptos, j'enchaînais, on va dire, des boulots classiques, sales. Voilà, j'étais commercial notamment. J'ai fait de la peinture aussi. J'ai fait pas mal de domaines différents. Mais j'ai jamais vraiment eu l'envie de rentrer dans une case classique, en fait. J'ai toujours aimé cette voilà, la différence, on va dire. J'ai aimé le fait de faire des parcours un peu différents. Et un jour, en 2017, on m'a parlé des cryptos, du Bitcoin notamment. Après, c'était l'UXRP, mais principalement, c'était le Bitcoin. Et on m'a parlé de ça. Et directement, mon côté exotique a vraiment aimé cette chose. Et là, je me suis dit, bon, je vais essayer de débloquer quelques petits fonds à droite à gauche et je vais essayer d'en acheter. Et c'est ce que j'ai fait, hein. Donc, je crois que c'était un compte Bitstamp à l'époque. Donc, j'ai débloqué des fonds, j'ai essayé d'en acheter tout ce que j'ai pu éventuellement débloquer à ce moment-là. C'était pas énorme, hein, à ce moment-là, c'était pas énorme. Mais bon, le Bitcoin, dans les semaines après, un mois après, peut-être que j'ai acheté, premier gros titre avec le Bitcoin à 10 000 $. Donc, je crois que j'avais fait quasiment x4 en, en un mois, même pas, 3 semaines. Donc là, ça y est, je me suis dit, c'est de la pure folie. Ça donne envie, quoi. Ouais, ouais, je me suis dit, ça y est, là, pourquoi j'ai travaillé avant, quoi, c'est complètement dingue. Et, Tu euh, t'es pris et pour un euh, génie. voilà, c'est ça. Je me suis là, je voulais, voilà, si je pouvais, si j'avais une maison à ce moment-là, je pense que je l'aurais vendue pour en acheter, tellement je me suis pris pour un génie. Et donc, forcément, hein, dans le coup de l'euphorie, etc., je voyais mon capital qui augmentait, je voyais tout ça. Après, forcément, je me suis intéressé à d'autres cryptos. Après est venu Noël, où je me rappelle, où j'ai vu mon capital fondre de moitié en l'espace d'une soirée. Si je me souviens bien, c'était à Noël. Je crois vraiment bien, Ouais. un jour avant ou après. Et donc, du coup, le lendemain, tout va bien, c'est remonté quasiment au même niveau, mais un peu plus bas. Donc, ça, c'était le début, on va dire, de la spirale. 18K, Euh, ouais.
au niveau du Bitcoin, parce qu'ensuite est venu Ouais. en fait plein de opportunités à droite à gauche sur les altcoins, etc. Enfin bref, la folie la plus complète possible. Et voilà, et en fait, peu de temps après, en 2018, 25 février 2018, je tombe d'un échafaudage, une histoire à la con, et où j'ai aidé un ami à peindre. Du coup, je me brise les deux chevilles, fracture ouverte, fracture du dos aussi. Bref, je me retrouve dans une situation de dingue. Euh, je pense que l'ATH de mon wallet, si on veut parler chiffres, hein, à un moment donné, j'ai dû avoisiner les 100K, alors que j'avais mis quelques milliers de dollars. Hein. Bah, erreur sur erreur, je commence à quasi tout perdre, en fait. Hein. En plus des valeurs crypto qui fondent, les altcoins qui fondent. J'avais mis des sous dans quelques altcoins bah, qui ont littéralement perdu 97% de leur valeur ou plus. BitMEX, etc. Tout ce genre de découvertes et d'expériences que j'ai pu faire ont fait que j'ai perdu aussi la quasi-totalité de ces 100K, plus ou moins. Je pense que sur la TH du wallet, j'ai dû en arriver là. Et en plus de ça, je m'étais pété les deux jambes et je me suis retrouvé à l'hôpital. Donc, grosse spirale négative, hein, on va dire, grosse spirale de descente difficile. Mais voilà, je m'étais découvert une nouvelle passion, en tout cas c'est sûr. La crypto m'intéressait, le trading m'intéressait et je voulais pas en arrêter là. Et du coup, ça a été une de mes motivations quand j'étais alité parce que je me suis retrouvé tout de même 3 mois et quelques à l'hôpital sans bouger du lit. Sans pouvoir rien faire. Ouais. Sans rien faire, ouais, du tout, sans même pas bouger de mon lit. Donc du coup, voilà, là je me suis dit, bon, les cryptos, ça a l'air intéressant. Je pense que c'est un domaine d'avenir éventuellement, ou en tout cas, à un moment donné, on a perdu espoir. Hein. C'est sûr que quand plus personne n'en parlait, mais bon, enfin moi personnellement, je l'ai gardé. Et en tout cas, le trading pour moi, c'était aussi la deuxième mouche qui m'a piqué, où vraiment je trouvais ça super intéressant et voilà. J'ai vu les sous sur mon compte, j'ai vu que c'était possible. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais tout faire pour y arriver, quoi qu'il arrive. Et c'est ce que j'ai fait, du coup. Et est-ce que tu penses que tu serais là où t'es sans, par exemple, cet accident d'un point de vue crypto et trading, peut-être? Est-ce qu'il y a un monde où, genre, tu serais pas autant intéressé aux crypto et t'aurais pas, entre guillemets, grind ou tu serais devenu C'est aussi bon une aussi bonne rapidement question. ou c'était C'est une une bonne finalité, tu question. penses? Ouais. Je pense que quoi qu'il, j'aurais pas lâché l'affaire parce que je suis pas comme ça. Je veux pas. Enfin, j'aurais pas voulu lâcher l'histoire sur une mauvaise expérience parce que voilà, c'est Mhm. un peu ma personnalité de persévérer. Peut-être, si j'avais pas eu du coup l'accident, peut-être j'aurais eu plus de mal finalement à entièrement me dédier à ça. Ça aurait peut-être été un frein du coup. Et ça aurait été plus difficile pour moi d'éventuellement voilà, donner tout ce que j'avais à ce moment pour Ce pouvoir que y tu dis, arriver. c'est beaucoup de risques de passer aussi full-time trading, full-time crypto, etc. Donc, Donc c'est ça, ouais. Mais vu que j'avais pas le mm. choix, pour le coup, j'étais dans un hôpital, tout ça. Mais bon, ça a été un long processus d'apprentissage hein, dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Bien que je suis passé full-time crypto parce que j'avais pas la possibilité de travailler, je suis pas passé full-time gagnant tout de suite, ça c'est sûr. Je trouve que c'est intéressant aussi avec ton parcours et un peu ton approche, c'est que aujourd'hui, avoir des idées de trading ou en tout cas pouvoir appliquer certaines stratégies, c'est bien, mais savoir l'exécuter et respecter tout ça et même et tenir psychologiquement, c'est un autre point. J'ai cru comprendre aussi que toute la partie mentale, c'était quelque chose qui était hyper importante pour toi, par exemple de faire de la méditation, de lire, etc. Et j'avoue que enfin, t'es une des premières personnes à vraiment, pour moi, évoquer ce sujet-là, en tout cas sur la scène Mmh, française d'un point de vue mmh, trading. Et je trouve ça hyper intéressant. Parce que, mmh, bon, peut-être qu'au début, on est la tête dans le guidon et on se concentre pas trop sur ces choses-là. Mais quand on passe beaucoup de temps en trading, mmh, en fait, on passe par tellement de phases et d'étapes psychologiques que, en fait, c'est là où, genre, justement, je trouve beaucoup de valeur. Tu sais, quand tu es jeune, je trouve que tu as souvent tendance à sous-estimer, par exemple, la partie méditation, la mmh, partie mentale, etc.
alors qu'au Hygiène de final, vie, ouais. enfin, Ouais, pour ouais. toi, c'était quelque chose qui a été aussi sûrement assez fort, ou en tout cas assez positif dans ton trading, quoi. Clairement. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs points à évoquer là-dessus. Le premier, c'est que je pense que bien que la finalité de tout trader soit l'argent, on est d'accord, on a envie d'en Mm. vivre, on a envie de bien vivre de préférence. Je pense, et en tout cas par rapport à tous les traders à succès que j'ai pu rencontrer, leur vraie finalité n'était pas l'argent. C'est-à-dire que bien sûr que le mode de vie avec de l'argent est quelque chose qu'on cherche et qu'on veut avoir, mais il y a vraiment une volonté de se vaincre soi-même. C'est-à-dire que vraiment, il y a une volonté d'arriver voilà, à avoir une telle emprise sur soi qu'on est capable comme tu disais, d'avoir le mindset voilà, un peu comme un sportif en fait qui donne tout pour réussir. Et ça, c'est un peu la même chose pour un trader. Donc, je pense que si on est strictement là que pour l'argent, c'est difficile de Mm, réussir parce qu'il y a beaucoup trop d'émotions liées à l'argent et dans ces cas-là, bah forcément, si on est émotionnel, c'est forcément, enfin, c'est très souvent une mauvaise chose pour un trader. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est-à-dire que moi, réellement, la finalité première, bien que évidemment j'ai envie de vivre euh, correctement et même au mieux si possible, mais voilà, la finalité première, c'était plutôt de me dépasser. C'était de vraiment rentrer dans un domaine nouveau et j'avais cette envie justement que les cryptos changent un peu le monde ou autre. Hein. C'était aussi une ambition lorsque je me suis intéressé aux cryptos, c'est-à-dire que j'étais aussi mm. enthousiaste par la majorité des projets qui étaient évoqués, qui nous étaient offerts. Mais c'est vrai que par exemple, à l'hosto, notamment quand j'avais pas la capacité de marcher alors que je pourrais marcher, parce que j'étais cloué sur un lit, là, c'est là qui est venu, on va dire, une dimension supplémentaire qui a été la méditation, qui a été voilà, apprendre de se contenter de ce qu'on a, voilà, d'essayer justement de tester une nouvelle partie de son cerveau. Et c'est là où finalement je me suis intéressé pas mal à la méditation. J'écoutais aussi quelques petits discours de moines bouddhistes, tout ça qui était intéressant. Et en fait, tout ça, c'est là où j'ai commencé à intégrer, on va dire, ces éléments dans mon trading, ou en tout cas, j'ai cette hygiène spirituelle, on va dire, entre guillemets, hein, ça m'a forcément aidé, je pense, à certains moments, surtout dans les moments difficiles, à relativiser. Et ça m'aide aussi en trading. Par exemple, on a toujours une petite voix quand on trade. C'est-à-dire que quand on vient d'acheter une position, quand on vient de la vendre, etc., il y a toujours quelqu'un, une petite voix intérieure qui nous dit ouais, pourquoi t'as acheté, qui éventuellement nous fait revenir sur des décisions, qui éventuellement nous fait couper des gains trop tôt, ou tout simplement ne pas prendre des pertes, etc. Donc, quand on a une petite maîtrise de cette voie, grâce justement à la méditation ou grâce à la pleine conscience ou autre, et ben, ça permet voilà, d'avoir beaucoup plus de contrôle sur sa façon de faire. Donc c'est pour ça que en fait, les deux passions se combinaient parfaitement. Moi, l'impact et l'effet que ça a eu sur moi, le trading, tu me diras enfin, ce que ça a fait aussi sur toi, mais c'est que ça m'a rendu beaucoup, beaucoup plus calme, beaucoup plus sage, beaucoup plus réfléchi en fait. C'est-à-dire Mmh, que, bon, après, je pense qu'il y a aussi l'âge. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé vraiment à 19 ans, mmh, ouais, vers 19 ans. Donc, bon, à cet âge-là, t'es pas mal foufou et le fait de mmh. grandir, ça te calme aussi. Mais j'ai l'impression que vraiment, cette partie trading, elle m'a vraiment forcé à être beaucoup plus calme, beaucoup plus raisonné, beaucoup plus rationnel. Et ce Mature. côté rationnel aussi, je le retrouve dans tout le reste de ma vie. C'est-à-dire que même, tu vois, dans tes finances, Mmh, quand t'as tradé des années, ou au moins plus d'un an, 2 ans, pour moi, tu gères même plus ton argent de la même manière, enfin, personnellement. bien Tu sûr, vois bien tout sûr. d'un prisme de risk-reward, de retour sur investissement, de pourcentage de ta bankroll, de ton folio, de gestion. Et je trouve que ça fait beaucoup progresser aussi à ce niveau-là. Je sais pas si toi, tu as eu un petit peu ce Bah, ressenti ou ce... c'est clair dans le sens où finalement, C'est oui, plus le comme même, tu en dis, fait. ça rend beaucoup plus mature.
ça donne aussi, on va dire, de nouveaux rêves dans la vie. C'est-à-dire qu'avant, éventuellement, on pouvait penser à économiser éventuellement pour s'acheter, Mm. je sais pas, un appart, un truc, un machin. Là, réellement, on pense à investir. Donc, on se dit, OK, comment je peux éventuellement pas gaspiller de l'argent pour le mettre là? Où est-ce que je peux éventuellement obtenir un rendement? Enfin, on commence à prendre les rênes de son bateau et c'est ça qui est dingue. Et plus tôt on le fait, et mieux c'est. Dans le sens où, voilà, quand on est plus jeune, à d'autres moments, on pense que à dépenser ou on pense même pas à épargner, on pense à rien. Alors que là, oui, en effet, on se dit, voilà, avec cet argent-là, si je ne l'avais pas gaspillé, je pourrais le mettre là, qui éventuellement, enfin voilà, on commence à faire des vrais plans Alors, de carrière intéressants et c'est ça qui change tout, je pense. par rapport à ça, je pense qu'il y a un vice qui peut se faire, c'est tu deviens Picsou. C'est-à-dire que, en fait, tu rationnises tellement chaque dépense que tu te dis pourquoi chaque euro que je dépense, je ne les mets pas, je sais pas, dans les marchés financiers, dans la crypto, etc. Et du coup, des fois, tu te retrouves peut-être à euh, moins dépenser ou peut-être renier certaines dépenses. Je pense que par rapport à ça, il faut quand même se faire plaisir et savoir dépenser pour son hygiène de vie. Mais moi, en tout cas, c'est un truc qui m'a touché. Je sais pas du tout si toi, tu as eu cet effet-là ou si tu as toujours été. Euh, Non, 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 je pense que comme toute chose, ce qu'il faut trouver, c'est l'équilibre, c'est sûr, mais je pense qu'il faut pas non plus hésiter à se sacrifier à certains moments. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu mon accident, etc., qu'il me restait quasi plus de capital, qu'il me restait quasi plus rien, là, je me suis vraiment mis en mode économie de dingue pour vraiment essayer, enfin, tout en en mode vivant survie, quoi. convenablement, mais pour me Mm. dire, voilà, il faut que j'arrive à débloquer le plus de sous possible pour éventuellement les mettre dans les cryptos que je pense qui peuvent être à des prix bas. Et donc, pour vraiment essayer de récupérer un capital de travail convenable pour à nouveau me faire la main et commencer à dessiner des stratégies, etc. Donc ça, je pense que c'est important. Je pense qu'il faut trouver l'équilibre. En fait, ça dépend de la tranche d'âge, ça dépend de nos moyens, de nos revenus, ça dépend de pas mal Mm. de choses, mais je pense que peu importe l'âge qu'on a, c'est important de penser un peu à demain. Ça c'est évident et ça, je pense que c'est un conseil que je peux donner à tout le monde. Plutôt on s'occupe de ses finances et meilleur sera notre avenir, je pense. Pour revenir un petit peu sur ta progression en tant que trader ou même en tant Mm, qu'investisseur, comment ça se passe la phase où justement tu te retrouves à l'hôpital et tu commences à vraiment grind le trading? mm, mm, Donc simplement, comment tu as appris le trading? Et deuxième question qui va avec celle-ci, c'est mm, quelle est, entre grands guillemets, pour toi la manière la plus efficace et la plus pertinente d'apprendre le trading, genre aujourd'hui avec toutes les ressources qui sont disponibles, mm. VS ce que toi tu avais à ce moment-là, par exemple? Très bonne question. Moi, j'ai appris le trading avec tous les préceptes les plus classiques, les plus courants qu'on trouve à droite à gauche, figure chartiste, etc. Cassure, breakout, tous ces trucs, on va dire, qui paraissaient faciles et potentiellement qui pouvaient payer. Et je me suis vite rendu compte finalement qu'à chaque fois, c'était quasi un fail, quoi. Il y a aucune figure chartiste qui m'a rendu rentable, absolument rien. Donc en fait, tous ces préceptes qui me paraissaient classiques et accessibles tout en étant un petit peu compliqués voilà, pour se dire, OK, c'est peut-être pas tout le monde qui arrive, mais voilà, ça m'a fait perdre de l'argent. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai appris les trend lines, enfin tout ce qu'il y a de plus classique en fait, je l'ai appris. Je pense que c'est des préceptes qui se passent d'année en année, de génération en génération, mais qui fonctionnent difficilement, en tout cas, sauf si on a d'autres éléments techniques en sa faveur pour pouvoir éventuellement Hmm, s'en servir correctement. Après, évidemment, exactement. je critique pas, hein. Peut-être qu'il y a des Je suis du gens qui même avis, arrivent hein. Donc, à bien gérer leur chartisme ou autre. En tout cas, moi, j'ai jamais réussi à gagner avec. Donc, ça a été donc de passer, on va dire, de ressources les plus mainstream possibles, c'est-à-dire les bouquins les plus classiques, comme voilà, le guide des figures chartistes, etc. Bref, tout ce genre de choses. J'ai commencé un peu petit à petit à me spécialiser.
Mais j'ai mis longtemps, hein. C'est-à-dire que vraiment, en 2018, j'étais encore vraiment dans la phase expérimentale d'apprendre de nouvelles choses et qu'il n'y avait pas encore grand-chose que je comprenais. Et après, petit à petit, j'ai commencé à avoir d'autres choses qui me parlent beaucoup plus, notamment la price action, où là, j'ai étudié certains livres de Larry Williams. Euh, donc en anglais, j'ai la chance de parler anglais, donc du coup, ça m'a permis de lire des ressources US. Et là, j'ai commencé à chercher des choses dans le prix que je ne cherchais pas avant. Donc des redondances, justement des faux breakouts, d'autres éléments techniques beaucoup plus difficiles à discerner Des à déviations, première vue. par Mais exemple. voilà, par exemple, ouais, tout à fait. Des déviations, voilà, des choses qui se répètent. Et ça, j'ai commencé du coup à me spécialiser dans ce domaine. Et donc, du coup, bah, commencer à expérimenter, mauvaise expérience, bonne expérience, jusqu'à que petit à petit, j'arrive à mettre en place des méthodes récurrentes qui me permettaient de savoir si oui ou non c'était rentable ou pas. Et après, je pense qu'un maximum d'observation, enfin, maximum de fail, maximum d'observation, ça m'a permis voilà, de réussir, enfin, de commencer à réussir, parce que ça n'a pas du tout été une ligne droite non plus. C'est un long chemin. Euh, Difficile à surmonter parce que cette progression, elle est absolument pas linéaire et on a des hauts, des bas, et des Hmm. resets, etc. Mais il y a des moments où finalement on arrive justement à avoir une certaine récurrence sur les gains. Et du coup, c'est là on commence à savoir que oui ou non, on commence à avoir éventuellement une méthode. Donc moi, je pense que par rapport à toutes les ressources qui existent actuellement, parce que Dieu sait qu'il y en a de plus en plus, des bonnes, des Hmm. moins bonnes, des très bonnes, je pense que la meilleure solution à ce jour, c'est l'observation de ceux qui réussissent. Je pense que voilà, il faut arriver par je ne sais quel moyen à s'intégrer dans une communauté avec des gens qui savent, ou en tout cas qui savent à peu près ce qu'ils font. Et dans ces cas-là, on peut observer. C'est-à-dire que euh, je pense que c'est à chacun d'observer ce qu'il voit de d'autres et de se dire, OK, ça me paraît cohérent, ça, j'aime bien cette partie-là. C'est une sorte de recette, en fait. C'est-à-dire que on voit pas mal de recettes et après, c'est à nous-mêmes de la composer, trouver son style, trouver sa façon de faire, etc. Mais voilà, je pense que maintenant, on peut trouver voilà, ce genre d'éléments à droite à gauche. Et je pense que c'est Donc, la meilleure façon de progresser. une approche communautaire quand même. Ouais, moi, je trouve ça assez intéressant, hein, Mm, de grandir aussi avec des gens. Alors, ce qui est très difficile, c'est l'aspect un petit peu biais cognitif. C'est-à-dire que quand tu te retrouves dans une communauté, tu peux mm, vite être amené à développer des biais et est-ce que tout le monde développe ces biais-là aussi. Et, ou mm, même i- être capable d'identifier les bons traders, pour moi, c'est pas mm, quelque chose de simple. mm, Est-ce que c'est les bons par rapport à ce qu'ils postent et ce qui se passe? Ou est-ce mm, que c'est d'un point de vue profit? Parce qu'il y a aussi la question de la recette, mais comment on mm, l'exécute. Comment mm. tu pallies un peu à tous ces points-là? Enfin, il y a beaucoup de points en même temps, mais Et je pense voilà, que tu bah, vois c'est une où je très veux bonne venir. question. Bah, comment? Éventuellement, si c'est un trader qui pose pas mal de plans, bah, éventuellement, essayer de voir si ces plans sont cohérents ou pas, combien de fois ils sont cohérents. Euh, voilà, ça par exemple. Si c'est dans une communauté un peu transparente où les plans sont échangés, bah, dans ces cas-là, essayer d'évaluer si oui ou non cette personne a plus souvent raison que tort. Les profits, moi je pense que c'est réellement une communauté est intéressante si la personne offre un biais ouvert, c'est-à-dire que si vraiment la personne a des Ils partagent certitudes, tout, parce que sinon, ouais, non, Hmm. mais si la personne aussi a des certitudes, c'est mauvais déjà, parce que normalement on sait qu'on n'a aucune certitude face au marché, donc je pense que l'idéal, c'est voilà, de suivre quelqu'un un minimum transparent ou de suivre des gens qui sont un minimum transparents et qui offrent un biais ouvert dans le sens où, voilà, généralement, en tout cas, par exemple, hein, à titre personnel, dans ma communauté, j'essaie toujours quand je poste des plans, de poster des plans où on va dire, on sait immédiatement quand est-ce qu'on a tort ou raison. Donc, ça permet Hmm. tout simplement dans ce cas, de savoir si oui ou non ça vaut la peine de rester dans le trade ou pas et ce genre de choses. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, tout doit être fait en sachant à quel moment on a tort.
Et après, évidemment, l'objectif, c'est d'avoir raison le plus souvent possible. Ça c'est l'autre objectif. Mais moi, je pense que de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen que de tester à droite à gauche, voir dans différents endroits si ça plaît pas. Il y a tout un tas de choses en fait qui sont indispensables, je pense, mais il n'y aura pas de réussite directe. C'est-à-dire que tout passe par de l'expérimentation et parfois cette Vous faites du temps expérimentation elle est d'écran, bonne clairement. et moins bonne, quoi, c'est tout. Et même pour les communautés, aussi bien pour le trading, les méthodes, que les communautés, que ce qu'on apprend, etc. Ça, enfin, voilà, il faut penser que pour apprendre ce business, il y a de la casse à faire, tôt ou tard, de temps en temps. Cette casse peut être plus ou moins grosse, mais Moi, c'est mes pertes que j'ai appris, hein, pas de mes gains, en vrai, hein. Donc, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est sûr, ça, c'est une évidence. C'est évidemment, voilà, perdre, se forger, du coup, par les erreurs qu'on fait. Et je pense que l'objectif, tout de même, premier, c'est d'essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs continuellement. Parce que c'est aussi, malheureusement, une erreur qu'on fait très souvent en tant que débutant ou même pas débutant, hein. C'est-à-dire que on a tendance à reproduire les mêmes choses. Donc. pour rebondir un petit peu sur comment identifier un bon trader, je pense qu'il y a quelque chose qui est hyper important que les gens comprennent. En tout cas, moi, c'est ma vision de la chose. C'est qu'on ne juge pas un trader sur un trade. On juge un Ah, trader ça, sur c'est des évident. dizaines ou des centaines de trades. Mais tu vois, Mm, c'est évident pour nous. Mais le nombre de personnes qui vont sur Twitter et ils doivent faire, entre guillemets, une analyse qui, mm, derrière, va dans ton sens, oh, t'es un mm, génie. Deux mm, qui vont pas dans ton sens, t'es le pire trader. Sauf mm, mm, que mm. si sur la première, t'as un risk-reward de 1 pour 7 et les autres, pareil, et que bah, t'es toujours ultra rentable, en fait. Et les gens n'arrivent pas à comprendre que, en fait, une bankroll et même un trader, ça se forge, ça s'accomplit sur des centaines de trades et pas 3 trades en fait. Bien Donc je trouve sûr, que bien c'est sûr. aussi quelque chose qui est difficile aujourd'hui sur les réseaux, c'est qu'il y a Mm, tellement de gens qui sont peu expérimentés qu'ils peuvent juger en fait ta qualité de trader mm, et te trash en fait sur un trade ou mm. une analyse quoi. Je sais pas si tu as déjà vécu ça. Si, 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 si. Bah, malheureusement, c'est ce qui arrive quand plus on a de public, plus il y a de monde qui suit, etc. Plus on est assujetti à voir tout type de personnes. Donc, oui, c'est sûr que ce genre de jugement facile et rapide peut être fait. Mais de toute façon, d'entrée de jeu, ces gens-là qui jugent trop rapidement, ou en tout cas qui se font pas une vraie opinion, ou qui jugent sur un trade, sont loin d'avoir compris la matière. Donc, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ils sont certainement déjà à exclure de cette activité. Si cette personne pense qu'il y a des certitudes et qu'on peut gagner à chaque fois, c'est probablement que cette personne n'a pas à trader Bon, parce pas qu'elle n'a pas compris le l'enjeu, trading quoi. quoi, clairement. Donc, à la rigueur, oui, je pense qu'il y a toujours certains individus voilà, qui se permettent de tout. De toute façon, sur les réseaux sociaux, maintenant, c'est devenu aussi assez facile de parler mal, de ne pas avoir de respect. Et c'est aussi facile aussi d'être très mauvais trader et de faire croire qu'on l'est. Donc, forcément, c'est aussi Clairement. voilà, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Je pense que l'important, c'est les messages à faire passer. Et c'est vrai que on ne sera jamais sûr de rien, quoi qu'il arrive, hein. Il y a des charlatans, il y a des gens très bons qu'on ne connaît pas. Il y a tout type de choses. Donc, je pense que, comme tout, comme dans le trading, comme dans sa recherche de sa méthode, ça passe par de la recherche, ça passe voilà, par vraiment essayer d'avoir des éléments pour évaluer les choses, etc. Ça passe par aussi voir ceux qui sont là quand ça va pas, quand ça va, etc., etc. Parce que c'est vrai que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de génies qui naissent dans un bull run et qui disparaissent dans un bear market. Donc, c'est aussi ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, Mm. euh, voilà, il faut savoir faire des recherches un minimum. Et je pense que pour être trader et pour aimer la crypto, je pense que ces deux domaines-là de recherche sont indispensables. Donc, malheureusement, il n'y aura aucune recherche à 100% qui fonctionnera, ça c'est sûr. Clairement. Pour continuer un petit peu sur la partie trading, comment ton trading a évolué? Parce que moi, je sais qu'au début, bon, tu prends un petit peu les casseroles, les figures chartistes, les indicateurs, le RSI, les bandes de Bollinger.
Puis après, tu passes peut-être par du price action, Mhm, par des smart money concepts, etc. mhm, Même par des indicateurs comme Ishimoku ou des mhm, systèmes de trading comme ça, comment un petit peu ton trading a évolué de tes débuts à maintenant, et même surtout, par exemple, sur les 24 derniers mois, par exemple. mhm, mhm. Bah déjà, même hein, si tu prends sur les 24 derniers mois, il a déjà évolué pendant les 24 derniers mois. Il a déjà évolué pendant les 12 derniers mois, par exemple. Je suis en constante évolution. Donc, je me base à peu près sur les mêmes préceptes d'observation et de réaction, un peu de sentiment, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par exemple, l'Ishimoku, je l'ai étudié, les bandes de Bollinger, enfin, tous les indicateurs, je les ai étudiés. Enfin, tous, c'est trop dire, mais la majorité des connus. Finalement, déjà, un, Ishimoku, ça m'a jamais trop parlé, trop complexe à expliquer pour moi, bien que je le comprenne très bien et que ça donne des niveaux techniques Moi, je intéressants. trouve ça pollue les Euh, graphiques, hein. bah, y a des gens qui arrivent à baser un système dessus. Donc après, je ne sais pas à quel point il peut Non, être non, mais je rentable, le dis pas. système, Mais mais en tout cas, voilà, ça me parlait pas. J'ai besoin de quelque chose qui me parle. Et du coup, c'est vrai que observer, enfin, en tout cas, la price action donc en gros, c'est chercher des schémas un peu systématiques qui se répètent, observer hmm. certaines réactions de prix, etc. C'était déjà pour moi clair que c'était le domaine qui m'intéressait le plus et sur lequel je me suis dit, voilà, c'est celui-là que j'ai envie, en tout cas par rapport à ma personnalité, par rapport à ma façon d'apprendre, que c'est celui-là que j'ai envie d'étudier à fond et voilà, Pour d'essayer. expliquer peut-être Mm, le price action mm, succinctement, mm, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas les termes, en tout cas peut-être comment mm. ça s'applique, mais les termes, peut-être tu veux l'expliquer. Alors pour l'expliquer simplement, c'est qu'on cède énormément des sommets, des creux, des supports et des résistances. Et donc, c'est d'observer, on va dire, les réactions sur ce type de niveau. Donc, globalement, en fait, on s'aide principalement, uniquement Du prix. des données de prix et de aucun autre indicateur ou autre. En fait, c'est principalement ça, Hmm. du coup, la price action et ce qu'on fait avec la price action. Du coup, pour reprendre sur price action, en fait, je trouve ce qui est intéressant, ouais, c'est que ça te permet de prendre des trades que tu n'aurais pas pris d'habitude. Par exemple, quand tu as des baisses qui sont assez violentes, sur des petites time frames, je trouve que ça te permet de prendre beaucoup plus de trades et faire du suivi de tendance. Là où, par exemple, avec les bandes de Boulanger et Ishimoku, moi, personnellement, j'ai plus de mal, en fait. J'ai tendance à tout le temps vendre des prix qui sont survendus sur ces indicateurs-là, même le RSI, alors Mhm. qu'avec le price action, tu peux profiter de ces mouvements, en fait. Clairement, bah, c'est la réactivité, hein. C'est sûr que ça permet d'être beaucoup plus alerte en fait d'un éventuel changement de tendance ou d'une éventuelle continuation ou d'un éventuel signal. Alors que finalement, vu que les indicateurs se basent sur le prix, c'est forcément en retard par rapport au prix. Donc forcément, tu as un temps de retard qui peut être du coup un désavantage. Donc c'est pour ça que, pour ma part, en tout cas, c'est clair et net que j'ai souhaité en tout cas focaliser ma méthode, en tout cas là-dessus, quoi. Combien de temps il t'a fallu pour devenir rentable? Comment s'est passé un petit peu ce processus-là? À quel moment t'as compris, OK, je suis rentable, ça s'est fait par du backtesting, ça s'est fait avec ton journal de trading. Comment tu l'as compris et combien de temps ça t'a pris? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment le temps qu'il faut pour vraiment apprendre et devenir rentable. Bah ouais, je pense que c'est les gens le sous-estiment. J'ai mis plus de 3 ans, je pense, minimum. Ensuite, par la suite, les 2 dernières années, ou en tout cas 7 années et demie, celle-là, un peu plus, presque 2 ans. Là, c'est clairement plus, on va dire, du peaufinement, en fait. Vraiment, chercher à être plus efficace, chercher à gagner plus pour le même risque, chercher voilà, différentes stratégies qui permettent d'avoir plus de cordes à mon arc pour être rentable. Voilà. Mais si ça m'a mis, ouais, je pense, minimum 3 ans avec des hauts, des bas. En fait, j'ai commencé à comprendre que j'ai des méthodes qui fonctionnent quand j'ai remarqué sur mon journal que finalement, très souvent, mes erreurs n'étaient pas liées à mon entrée, mais plus à ma façon de manager le trade.
Donc ça, c'est vrai que par exemple, si on n'a pas de journal, on ne peut pas le savoir, ça. Donc forcément, on ne peut pas savoir si on est rentable ou pas, ou si c'est parce que c'est notre mental ou notre mindset qui nous joue des tours. Donc ça, c'est très important, je pense, de faire un tour là-dessus pour comprendre rapidement si oui ou non, voilà, si oui ou non, ce qu'on fait, ça a du sens ou pas. Alors ça, je pense que c'est très important. Alors, réellement, ce qui m'a permis de savoir, c'est que, bah, voilà, je commençais à être profitable. Parce que réellement, enfin, dans le sens où, voilà, je voyais bien que quand j'achetais, voilà, ça pouvait se retourner un peu contre moi. Mais globalement, voilà, ça commençait à être vert. Alors que précédemment, j'avais l'impression d'acheter vraiment le pire moment, quoi, parce que j'achetais, ça montait une seconde dans un sens et j'étais immédiatement perdant. Donc déjà, par rapport à la tenue de gain, c'est déjà quelques éléments qui sont révélateurs si oui ou non on est dans le bon chemin. Donc voilà, si on commence à faire des gains, qu'on voit son capital devenir vert, ça veut dire que déjà, enfin, son capital ou sa position au minima, déjà, ça veut dire qu'on a déjà des signes positifs dans ce domaine. Donc ça, c'est vraiment un premier temps et réellement, ce qui m'a permis de comprendre ce que ça l'était, c'est quand j'ai commencé vraiment à constater des erreurs du genre, voilà, j'ai coupé trop tôt un trade qui était gagnant, voilà, j'ai pas accepté telle perte, enfin voilà, ce genre d'éléments basiques, mais qui derrière finalement m'aident à comprendre et nous aident à comprendre que, ok, notre point d'entrée était bon, notre méthode est bonne, sur 20 fois, elle a marché quand même tant de fois, donc c'est ce genre d'éléments qui sont importants et, principalement, c'est ce genre d'outils qu'il faut regarder. De ton côté, t'es plutôt spot, perp ou option en fait. Parce que aujourd'hui, on a quand même plein d'outils différents, plein de manières de Mhm. trader différentes. Mhm. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu utilises le plus, par exemple, et sur quels instruments, toi, tu tires le plus de profit? Alors en fait, bah, c'est les trois pour ma part. Je suis spot, perp et option, on va dire avec un degré d'utilisation. Donc pour commencer par ce que j'utilise le moins, c'est principalement du spot. En fait, le spot, principalement, à part dans des opportunités intéressantes, bah, comme un début de bull market ou autre, ou des Comme maintenant, éléments où peut-être. là, c'est un peu tôt. Quand on récupérera une tendance agréable, dans ce sens-là, je me dis, voilà, ok, ça vaut peut-être la peine d'avoir du spot et de faire des trades, on va dire, longue durée, etc. Euh, Peut-être maintenant, ça pourrait être le moment de commencer, ça c'est une autre question, mais voilà, principalement le spot, c'est quelque chose que j'utilise quand je vois Pour de que, l'investissement, ouais. ouais, un, de l'investissement, ou deux, quand je vois qu'il y a des opportunités moyen terme qui peuvent s'offrir à nous. Mm. Par exemple, je pense par exemple à juillet dernier, ça c'est par exemple un élément sur lequel on pourrait se focaliser. Je ne sais pas si c'est juillet de l'année dernière, par exemple. Des moments où on voit qu'il y a tout de même un petit ride à prendre. Ça, c'est la partie spot Genre qui des trades reste. un peu longs sur lesquels t'as pas envie d'avoir ton taux de Voilà, financement qui te exactement. perd de Je l'argent, n'ai pas quoi. envie d'avoir forcément un stop loss. Je vois que la tendance est haussière. Donc, en gros, voilà, je ne prends pas tant de risques que ça en étant acheteur. Par exemple, c'est ce qui peut me pousser à acheter du spot, par exemple. Mais Ok. sinon, principalement, je suis complètement friand et mordu des perpétuels. Euh, donc, c'est bien et pas bien dans le sens où, en fait, c'est beaucoup plus risqué que du trading classique. J'ai bien conscience que si je faisais pas cette activité en perpétuel, bah, dans certains cas, j'aurais perdu bien moins que si j'avais été simplement un trader spot. Euh, L'époque et BitMEX. euh, Bah oui, voilà, BitMEX, même des moments où, voilà, où j'ai pas su manager mes positions et je me suis fait liquider. Alors que finalement, si j'avais été en spot, bah, j'aurais perdu pas grand-chose, ou en tout cas, j'aurais fait une perte en valeur Hmm. qui se serait remis rapidement en place, quoi. C'est-à-dire que, OK, sur le moment, on a peut-être perdu moins 40% en valeur, mais peut-être que 3 jours après, on est à moins 20%. Alors que dans le cas d'une liquidation ou autre, on a perdu définitivement cette somme. Donc oui, dans certains cas, je me dis, voilà, peut-être que ça aurait été mieux de ne pas toucher à cette activité, mais en tout cas, c'est celle qui m'a vraiment attrapé. Euh,
Et donc, c'est cette possibilité finalement de gain sur une courte durée finalement qui m'a attiré le plus en fait. J'aime bien avoir ce sentiment, ou en tout cas, bien que c'est quelque chose que je suis en train de développer avec les derniers mois, années, c'est que j'ai envie d'avoir la capacité de tenir un peu plus longtemps les trades, d'aller au-delà d'une journée, de 2 jours ou 3 jours. Mais c'est vrai que la méthode qui me correspond le plus, ou sur laquelle je me sens le plus confortable, c'est tout de même d'essayer de faire les comptes en fin de journée, et Hmm. donc de ne pas avoir de position pendant la nuit. D'être Mais voilà, serein aussi, et d'être voilà, c'est liquide. ça. C'est ça. J'aime bien voilà, savoir qu'est-ce que j'ai fait à la fin de la journée. Ça, c'est tout de même quelque chose qui me plaît, mais j'ai conscience que, par exemple, si je travaillais justement des sorties plus longue durée, je pourrais, avec le même trade, gagner beaucoup plus. Donc, c'est aussi des éléments qui sont à prendre en compte, ou en tout cas, voilà, c'est des choses que j'essaye de faire évoluer avec le temps. Donc, vraiment, pour le même risque, gagner plus, qui est tout à fait faisable si on peaufine sa sortie, tout simplement. Et pour terminer aussi les options, du coup, les options, euh, à quel moment tu t'y es mis et comment tu t'y es mis? Parce que je trouve que les options aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pas du tout démocratisé Mhm. sur la communauté crypto, Twitter, crypto française, Mhm. euh, en tout cas, et alors que ça l'est totalement dans les marchés traditionnels ou même en dehors des cryptos. Donc comment toi tu t'y es mis Ouais. et quelle importance tu t'y donnes? Alors en effet, comme tu dis, c'est encore sous-coté, hein, parmi la communauté crypto. C'est pas sous-coté en marché traditionnel, donc il y a quand même pas mal de gens qui les utilisent, hein, même des non-initiés, entre guillemets. Donc moi, j'ai découvert ça quand? J'ai découvert ça il y a pas mal de temps tout de même. Est-ce que c'était en 2019 peut-être déjà? Certainement peut-être 2019. Ouais, je pense que ça doit être milieu 2019 par là. Et bah, j'ai découvert ça par hasard, hein, en lisant des bouquins sur le sujet, notamment un qui s'appelait Option Made Easy. Donc ça, c'était un bouquin, bon, il y avait pas mal de préceptes complexes, mais ça reste abordable. Et en fait, j'ai vu que Deribit en fait proposait à l'époque ce genre de produit. Et donc, c'est là où je me suis commencé à m'intéresser, parce que il y avait le futur perp classique Bitcoin, Ethereum, et il y avait ces options. Et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, j'ai essayé de comprendre en fait à quoi ça servait, à quoi ça correspondait, comment on pouvait éventuellement faire quelque chose avec ça. Et donc, c'est à ce moment-là, du coup, que je m'y suis intéressé aux options. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai essayé d'appliquer les options aux cryptos. Et voilà, ça a été ma découverte. Donc, en fait, pourquoi il n'y a pas mal de gens qui les utilisent pas? C'est parce que, en fait, ils partent du principe que c'est compliqué, que c'est pas pour eux. Donc, en gros, très souvent, en fait, vu que c'est des termes nouveaux, ou c'est une configuration d'achat différente de Des la barrières. normale, bah, directement, il y a ce petit a priori que c'est pas fait pour nous. Donc, ça, je pense que ça, c'est un des éléments qui fait qu'une grande majorité ne s'intéresse pas, et s'intéresse beaucoup plus à des choses qui sont beaucoup plus dangereuses, comme acheter avec du levier x100, etc. Parce que finalement, en fait, on comprend qu'avec les options, on peut prendre un risque contrôlé, un petit risque pour un énorme reward. Alors, c'est pas forcément les trades les plus faciles, mais en tout cas, bien fait, bien choisi, on peut mettre justement en place des trades, du coup, des trades super intéressants, où on a un potentiel gain énorme et un potentiel risque faible. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Un point qui est hyper important aussi et intéressant, je trouve, avec les options, c'est que, en fait, ça te permet de te couvrir en étant plus détente, de ma compréhension en tout cas. C'est-à-dire que Mm, t'as pas le risque de te faire stop sur une mèche et que mm, du coup, ça mm, coupe ta couverture, par exemple, comme tu pourrais le faire sur les futures. mm, Sur mm, les mm, mm. options, juste tant que tu la laisses ouverte, il n'y a pas de stop, si ce n'est un stop psychologique d'un point de vue, non? Enfin, toi, tu la joues pas trop avec des stops au final, si? Non, en fait, ce que je fais, en fait, ce que j'aime bien en option, du coup, c'est la temporalité. C'est-à-dire que, par exemple, cette baisse, elle nous sautait aux yeux depuis un certain temps.
ou en tout cas, voilà, c'était un risque éventuellement qui allait se dessiner. Et par exemple, voilà, si on était short, il fallait être short au bon moment, pile sur le pic, etc., pour pas avoir été stoppé, être liquidé ou autre. Hmm. Alors que finalement, euh, moi, cette baisse, je m'y attendais tôt ou tard. Pas forcément aussi brutale, évidemment, hein, c'est pas ça que j'essaie de dire, mais voilà, je m'attendais à éventuellement une correction importante tôt ou tard. C'est comme en novembre, par exemple, celle-là, c'était une de mes plus belles couvertures que j'ai pu faire dans les quelques années que j'ai fait de trading. En novembre, on a eu l'ATH et ensuite les normes US. Hmm. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je prends un pari à la baisse ou en tout cas une couverture, etc. Mais j'ai que le temps. C'est-à-dire que j'ai pas de stop loss. J'ai mis un certain montant que je suis entièrement prêt à perdre. Et derrière, j'ai du temps pour que ça se mette en place. J'ai pas besoin que ce soit demain, dans une semaine, 2 semaines. C'est ça que Par je trouve exemple, si top on, en fait. voilà, si on choisit dans 3 4 mois, ça veut dire qu'on se dit, voilà, dans 3 4 mois, il y aura une baisse de temps. Donc, j'estime que ça vaut la peine de mettre en place ce trade parce que je peux gagner de temps s'il y a une baisse de temps. C'est Hmm. ça qui est intéressant. Alors que le short, on va dire, il faut être excellent sur le timing. Il y a un risque important s'il y a un short squeeze ou autre. Alors que là, pour le coup, si on a mis un montant X, on perd C'est plus X quoi qu'il simple en arrive. fait. C'est plus simple que pour se couvrir en tout cas, Alors d'une oui et manière. non. Enfin, c'est C'est plus l'impression que ça donne simple. en tout Bah, oui et non, tu as raison dans le sens où voilà, cas. Dans l'exécution. on est beaucoup plus assujetti à faire une grosse bêtise en shortant que en achetant un put option, par exemple. Ça, c'est sûr. Parce que dans un cas, si on a fait n'importe quoi, bah, on peut se faire liquider. On n'a pas mis de stop loss ou autre, on se fait liquider. Et voilà, on est assujetti à perdre. Alors que dans un autre cas, au moins, on a un risque contrôlé dès le départ. Donc, quoi qu'il arrive, on ne peut pas perdre plus que ce qu'on a misé. Et on a du temps pour avoir raison. C'est-à-dire que même voilà, sans avoir été très très bon sur le timing, dans le sens où voilà, on l'a fait bien trop à l'avance, mais qu'on a laissé son put option et qu'on a laissé le plan se dessiner, bah, dans ces cas-là, on aurait pu être rentable. Donc c'est ça qui est, oui, c'est sûr qu'il y a plus de simplicité en termes d'exécution que d'appuyer sur le bouton short pile au bon moment et d'avoir raison pile au bon moment. Pour finir un petit peu sur la partie trading de cette discussion, je pense qu'il y a deux questions. La première, c'est à quel moment, selon toi, on peut véritablement se mettre aux futures? Parce Mhm. que aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent sur les futures, qui se Mhm. font rect, qui ne Mhm. comprennent rien Mhm. Mhm. et qui limite débutent avec ça plutôt qu'avec du spot. Alors, c'est une très bonne question. Moi, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'on se mette aux futures, il faut le faire avec un montant qu'on se dit qu'on est intégralement prêt à perdre. C'est-à-dire que c'est pas une blague. Si on commence avec des futures ou qu'on commence à peaufiner une stratégie sur les futures, il est sûr à 99% qu'on va se faire rect, surtout si on n'a pas une bonne expérience de base. Donc ça, c'est voilà, je préfère le dire. Il n'y a personne qui commence en étant successful sur les futures pour la simple et bonne raison que Vous allez brûler un compte, c'est sûr. c'est ça, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, moi par exemple, même si c'était des petits comptes, je me suis fait liquider des centaines et des centaines de fois parce que j'ai essayé des choses, parce que à un moment donné j'ai perdu le mindset, etc. Mais c'était des petits comptes. Par exemple, hein, dans le même mindset qu'on fait sur les compétitions Bybit, ou par exemple sur les compétitions Bybit, c'est je sais pas 500, 600 euros l'entrée. Et derrière, à partir de ces 500, 600 euros, il faut essayer de faire le maximum de performance. Donc ça a été, c'est des challenges intéressants dans le sens où voilà, on risque quelque chose. Bon, en fonction de son capital, de son âge, Mhm. etc. 500 ou 600 euros, ça peut être beaucoup. Mais voilà, si dans ces cas-là, c'est beaucoup pour quelqu'un, c'est-à-dire que c'est pas forcément le bon endroit pour démarrer, ça c'est sûr. Donc je pense que il faut avoir un équilibre entre mettre du skin in the game, donc vraiment essayer de peaufiner quelque chose, beaucoup de rigueur dans sa façon de faire, parce que si on utilise les futures et que bah, on ne respecte pas ces règles, on n'utilise pas de stop loss et autres, et bah, forcément on est assujetti à tout perdre. Et si on n'en a pas conscience, c'est qu'on n'est certainement pas au bon endroit. C'est-à-dire que
c'est un métier où c'est une pratique difficile. Et il faut savoir que, un, on peut gagner plus vite. Deux, on peut perdre beaucoup plus vite. Et sur le spot, entre guillemets, c'est beaucoup plus conservateur. Donc, c'est pas idiot de tout de même commencer à avoir certaines notions de base au minimum, s'entraîner sur du spot, sur du paper trading ou autre, avant de commencer à ramener tout son capital sur un compte Binance Futures ou autre, et dans ces cas-là, avoir 99,9% de chances de tout perdre. Parce que ça fait mal. Et donc, du coup, je pense qu'il faut être tout de même tout à fait conscient finalement du risque que ça comprend et comprendre que c'est une activité qui demande beaucoup de patience, de rigueur, de discipline et beaucoup d'envie aussi, je pense. Mm. Faut pas avoir peur de tomber, de se relever, quoi. Comment tu vis les moments de volatilité comme on peut vivre en ce moment? On est donc le 12 mai. Mmh, On a vu un Bitcoin à 25 000 dollars, un Ethereum à 1700 dollars. Comment tu vis mmh, ces moments? Je pense aussi évidemment à mai 2020. Je pense mmh, mmh, évidemment au crash des 6K à 3K en mmh, 2018-2019. mmh. Comment t'as vécu ces moments-là? Est-ce que les futurs faisaient déjà partie de ton trading et quelles leçons ou quels apprentissages tu pourrais peut-être donner aux gens qui nous suivent? Parce que je pense que c'est des périodes qui sont compliquées à gérer et qui Clairement. peuvent Alors, affecter énormément de personnes. il y a plein d'éléments de réponse. Je vais essayer d'arriver à y répondre à tous ces éléments que je veux partager. Donc, la première, c'est que forcément, chaque crash, je les ai vécus différemment. Le premier, j'étais complètement euh, inconnu dans ce domaine. Donc, voilà, pour moi, le premier crash, je l'ai vécu très mal. J'ai tout perdu quasiment. Il n'y avait pas autant. La crypto était absolument pas autant développée. Il y avait Tu te doutes vraiment plus. pas autant d'utilisateurs. Donc forcément, le doute était énorme. Là, je me suis dit vraiment, je me suis vraiment fait avoir. Euh, Enfin, c'est forcément de. Enfin, voilà. Là, les questions étaient plus difficiles. La remise en question était plus complexe. Donc, je l'ai très mal vécu, évidemment. Pour moi, ce qui a été plus douloureux, finalement, c'est d'avoir eu des gains et de les avoir rendus. Donc, en fait, ne rien avoir gagné, quoi. Plus avoir perdu ce que j'ai initialement mis. Donc, ça, forcément, c'est très douloureux. Je pense que c'est quasi plus douloureux que de rien gagner ou d'à peine avoir perdu, parce que derrière, en fait, la sensation de gagner quand on a, enfin, avoir gagné quelque chose et qu'on nous le prenne des mains, entre guillemets, hein, même si c'est de notre faute, c'est très douloureux. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, Ça peut deuxième même te donner crash, l'impression de perdre ton temps 2000, aussi. pardon? Ça peut aussi te donner l'impression de perdre ton temps. Tu te dis, Oui, pourquoi je oui, passe tout le temps à trader, à me prendre la tête, mm, etc., pour au final n'en tirer pas exactement. grand-chose, quoi. C'est le genre de question que beaucoup de gens peuvent se poser. Exactement. Mais moi, en fait, par exemple, ce qui m'a motivé dans ce genre de choses, c'est d'essayer d'observer des gens qui gagnaient. Parce qu'il y en a, c'est une minorité, mais il y en a qui ont fait des fortunes sur les cryptos, le trading, etc. Ça a été dur, enfin, des fortunes ou autres, hein, ou en tout cas qui vivent correctement, plus que correctement. Donc, d'ailleurs, hein, pour tous ceux qui vivent un moment difficile, il faut savoir que la majorité des acteurs de Twitter anglophones, etc., qui ont réussi sont issus, on va dire, du marché baissier de 2017. C'est-à-dire que vraiment, le marché baissier de 2017 leur a permis voilà, de comprendre des On choses a sur le souffert. trading, sur la psychologie, sur l'investissement, sur toutes ces choses-là qui leur a permis aujourd'hui de réussir. Donc, c'est-à-dire que toute personne aujourd'hui qui est là, qui éventuellement passe un moment difficile, parce qu'elle a vu son investissement, bah, perdre de valeur énormément ou il a fait des millions de bêtises, ce qui est tout à fait normal dans nos états de peur, de panique, etc. Bah, faut se dire que si on a la motivation, si on a le courage, ils pourront aussi faire partie des acteurs qui réussissent au prochain cycle. Enfin, pour Mm, moi, mm, mm. c'est clairement une possibilité. Donc, quoi qu'il arrive, mon conseil, c'est que il faut digérer tout ça. C'est-à-dire que vraiment, si on a perdu beaucoup d'argent, c'est pas demain qu'on va en gagner beaucoup. Ça, c'est sûr. Ça sera quelque chose qui euh, sera long. Il faut un processus de guérison et que dans la panique, dans le mal, dans la douleur, etc., on construit rien. C'est-à-dire qu'à part empirer sa situation et refaire et accumuler encore plus de bêtises,
ne solutionnerait rien du jour au lendemain. Ensuite, on va dire par rapport à mes 3 crashs, je sais aussi que c'est dans ces moments-là que se créent les plus grosses opportunités. C'est-à-dire que ces opportunités-là sont rares et que je sais que si on est alerte, si voilà, on prend un certain risque, on est aussi dans des moments, voilà, dans des moments clés pour justement faire des perfs intéressantes et peut-être éventuellement voilà, qui puissent voilà, nous remettre un peu dans le bain. Donc voilà, je pense que plus on évolue dans ces crashs et plus je comprends que on est sûr de rien, je suis sûr d'absolument rien, mais je sais que généralement c'est dans ce genre de moment tragique où tout le monde panique que réellement se créent des choses à faire. Et donc par exemple dans tous ces altcoins, dans toutes ces valeurs surévaluées, sous-évaluées, etc., il y aura forcément quelques gagnants. Et de ce crash, de cette baisse. Et dans ces cas-là, plutôt que de me focaliser sur toutes les valeurs qui ont perdu, mon objectif, c'est de me dire, OK, quelle valeur dois-je choisir pour éventuellement choisir un gagnant ou des gagnants, etc. Donc ça, je pense que c'est la chose à faire dans ce genre de conditions. Et si on a l'état psychologique qui le permet, parce que je sais aussi, quand il y a ce type de moment, je sens la douleur de nombreux de gens qui ont perdu des sommes et qui se sentent actuellement très très mal. Je veux dire, à chaque fois que ça crache, je le ressens. C'est-à-dire que vraiment, quand il y a toutes ces liquidations qui passent sur CoinGlass, etc., je me dis merde, quoi. Il y a forcément des gens qui sont dans le mauvais sens du trade et ça fait forcément très mal. Et donc, du coup, c'est un sentiment où je compatis clairement avec ceux qui perdent. Mais c'est aussi dans ce moment-là que voilà qu'on redevient plus fort. C'est-à-dire que si on arrive à s'en remettre, généralement on en sort plus fort et grandit. Oui, mec, ce qu'on a vu sur l'UST Luna, tu vois, ce qui est assez dramatique, je Mm, t'avoue que le marché, il fait mal au cœur hein, quand tu vois autant de gens perdre de l'argent, mm. etc. Bah oui, En c'est ce sûr, moment, c'est sûr. c'est assez violent. Après, je pense que, voilà, on vit quelque chose de violent avec Luna et même avec le marché qui se casse la gueule en ce moment. On Mm, a quand même vécu de sacrées choses en mars 2020 ou même en 2018. Moi, je l'ai pris beaucoup plus violemment que maintenant, par exemple, hein. Moi, pour moi, ça m'a traumatisé ces moments-là, hein, bah, par c'est rapport à clair, c'est maintenant. clair. On apprend à être. En fait, on a peut-être ce sentiment que tout peut réussir ou tout peut aller. Enfin, rien que voilà, qu'il y a rien qui peut clocher. Mais c'est sûr que quand on a fait 3 crashs comme ça, on apprend ce qui peut être mauvais aussi, hein, dans le sens où derrière, on est beaucoup trop traumatisé pour. Voilà, on a ce statut enfin, on n'a pas confiance, quoi. On a confiance en pas grand-chose. Donc, on apprend justement à se méfier de tout. C'est un avantage. Mais aussi, par exemple, hein, ça peut nous faire prendre des profits trop tôt sur Mm, certaines mm. évolutions ou d'autres choses. Mais c'est sûr que oui, enfin, ça reste ultra gentil comme crash comparé à 2020 ou même 2018. Enfin, si des gens veulent savoir l'intensité, c'était x10 de ce qu'on vient de vivre. C'est-à-dire que la majorité des altcoins allaient carrément, sont passés de centaines de dollars à des 0,03 centimes. Donc Mm. oui, voilà, ça reste encore bénin par rapport à ce qu'on a pu vivre. Pour, euh, pour peut-être changer un petit peu de sujet Mhm, et terminer un peu sur la partie trading, parce que je voulais parler un petit peu de l'investisseur après. mhm. Euh, Quel poids tu donnes au marché traditionnel? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, je te vois pas mal parler d'heures d'ouverture, d'heures de fermeture des marchés, et j'ai l'impression Mhm, que tu l'intègres mal dans ton trading. mhm. Comment c'est venu? Donc voilà, à quel point les marchés traditionnels, ou en tout cas le monde professionnel traditionnel, affecte ta manière de trader les cryptos, par exemple? Alors en fait, ça n'a pas toujours été le cas, dans le sens où il y a des moments où finalement voilà, j'orientais mon trading en fonction de ce que je voyais uniquement. Et au moment où finalement j'ai constaté qu'il y avait autant de corrélations, parce qu'en fait, il y a des moments où on a une forte corrélation avec le SP500, Nasdaq, etc. Et d'autres où on a une décorrélation.
Donc, quoi qu'il arrive, ce qui était sûr, c'était que dernièrement, ou même dans les dernières années, à chaque fois qu'il y avait un gros crash sur le SP500, ça se répercutait très souvent sur les cryptos. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé tout simplement à prendre conscience finalement de l'importance d'observer certains éléments techniques comme les marchés traditionnels. Donc ça, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à le découvrir. Et après, j'ai commencé évidemment à intégrer l'aspect fuseau horaire euh, pas mal dans mon trading à partir du moment où j'ai vu qu'à certaines heures de la journée, il y avait des récurrents sur le marché et que bah, je ne comprenais pas pourquoi à telle heure, il y avait autant de mouvements sur le prix. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser à l'aspect de temporalité avec l'ouverture US, par exemple, qui actuellement drive énormément ce qui se passe pour la suite de la journée. Très souvent, j'ai remarqué que, bah, je sais pas, mon setup se passait super bien pendant la matinée, heure française, et que, bah, arrivé 15h30, paf, tout ce que j'avais commencé, en fait, je l'avais rendu. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai commencé bah, à comprendre que bah, il y avait des aspects temporels à regarder, qu'il y avait des sessions, que l'ouverture de certaines sessions avait plus d'importance que d'autres. Voilà, c'est à ce moment-là où je me suis quand même, en tout cas dans mon trading intraday, intéressé à cette question de fuseau horaire et notamment d'ouverture de session US, qui actuellement, c'est elle qui a le plus de pouvoir. De même quand ça clôture, c'est-à-dire que parfois on remarque quand les marchés américains clôturent, pas les futurs, parce que les futurs sont ouverts jusqu'à vendredi, mais la session cash. Ben, on remarque que bah, le prix fait autre chose. Donc, c'est ce genre de choses que j'ai commencé à intégrer à petite échelle dans ce que je faisais. Ok. Euh, ok, bah écoute, moi de mon côté, j'ai posé un petit peu toutes les questions que j'avais pour la partie vraiment trading. Là, je voulais parler un petit peu plus d'investissement parce que je te connais surtout pour le trading, mais je me dis que au final, quand on est dans les cryptos, il y a aussi une grosse partie d'investissement. Est-ce que Mm. aujourd'hui, tu as deux folios, tu as un folio trading, un folio investissement? Comment est-ce que l'investissement c'est quelque chose que tu considères, que tu fais, ou est-ce que tu es Mm. vraiment dans du très court terme sur les paires par exemple, ou sur les options à te couvrir? Enfin, je suppose que si tu te couvres, c'est aussi pour couvrir des investissements. Ouais. Alors, très bonne question. En fait, je m'intéresse évidemment à l'investissement. Pour moi, la diversification est clé. C'est-à-dire qu'avoir de l'investissement qui dort ou avoir voilà, une partie de choses, on va dire, euh, voilà, qui sont une sorte de réserve de valeur différente qu'une épargne classique, par exemple. Oui, je le fais. J'ai une partie qui est beaucoup plus importante, en fait. J'ai une partie de mon folio qui est entièrement dédiée au trading et une partie, on va dire, 80% dédiée au trading et 20% dédiée à l'investissement. Et derrière, par exemple, si je fais éventuellement des gains en trading à la fin de chaque trimestre ou à la fin de chaque mois, je peux éventuellement utiliser ces gains que j'ai faits pour alimenter, on va dire, mon folio investissement. Donc oui, je m'intéresse à l'investissement. C'est pas ma spécialité, donc je fais en sorte voilà, d'avoir des centres d'intérêt cernés par rapport à ce que je comprends, par rapport à ce que je connais, par rapport aux éléments que je peux éventuellement juger ou non, si c'est un projet intéressant ou si c'est un investissement intéressant. Derrière, voilà, je me focalise tout de même sur des investissements sur les tops, voilà, au moins Ethereum, Bitcoin. Et derrière, voilà, j'essaye de faire des paris un peu risqués sur lesquels je suis entièrement prêt à perdre une certaine somme. En gros, si ça fonctionne, ce pari-là, bah, forcément, vu le potentiel crypto, hein, on peut sortir des fois 1000%. Si on a bien choisi ou autre, ou dans un bull run, même en ayant mal choisi. Voilà, j'essaye d'avoir ce genre de pari un peu conservateur qui est d'utiliser des top caps et derrière un pari un peu plus exotique dans ces cas-là, commencer à investir dans des valeurs beaucoup plus risquées, mais avec un meilleur potentiel de hausse. Et dans ces cas-là, j'aime tout de même comprendre dans quoi j'investis. Donc derrière, Donc, je j'essaye t'intéresse quand même au d'investir. fonda, quoi.
Un peu, ouais, bien sûr, oui, oui, bien sûr. Après, Mais je suis pas un fondamentaliste, c'est-à-dire que je serais pas capable d'étudier dans profondeur certains protocoles DeFi pour savoir si cette blockchain est mieux qu'une autre, par exemple, parce que bah, je m'y connais mm, pas. Mais par exemple, moi, mes gros paris que j'ai fait en 2020, c'était les exchanges, les tokens d'exchange avec le FTT, le Binance Coin, etc. Et là, en tout cas, mon plus gros pari, c'était le FTT. Voilà, j'ai compris un peu le potentiel de la plateforme FTX quand elle est sortie. Oui, j'avais fait aussi des beaux paris sur le KSC, aussi le KuCoin. Donc félicitations. voilà, Mm. pour moi, ça allait de sens parce que j'utilisais beaucoup ces exchanges. J'arrivais à comprendre plus ou moins s'ils étaient plus efficaces que d'autres, si ça valait la peine, voilà, si ces exchanges étaient bons, pas bons, etc. Généralement, ça permettait aussi d'avoir des rewards de holder des tokens. Par exemple, sur FTX, FTT, il y avait des airdrops, on payait moins de frais. Sur le KSC, il y avait aussi un mini, enfin une espèce de Les mini KY, dividende. un rendement. Voilà, c'est ça, ouais, ouais. Donc tout ça, c'était des éléments qui m'ont fait que je me suis orienté dans cette partie-là. Et donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'investir dans quelque chose que je comprends, que je connais. Et pour moi, c'est beaucoup plus simple, quoi. C'est-à-dire que si je le fais dans des domaines où je m'y connais pas, voilà, je sais que je suis beaucoup plus assujetti à faire des erreurs. Et en fait, pour moi, c'est très important que la conviction soit mienne. Je peux pas, enfin, si je m'intéresse à quelque chose parce que quelqu'un me l'a dit, finalement, je sais que j'aurai absolument pas la même capacité à tenir ou à croire en ce que je fais, en fait. Est-ce que tu arrives quand même à avoir, comment dire, un intérêt ou des vraies convictions pour tes investissements? Parce qu'au final, c'est quand même une petite partie de ton folio. Est-ce que du Mm, coup, c'est quelque chose que tu gères un petit peu à côté ou c'est quelque chose sur lequel tu es plutôt quand même actif, par exemple dans la réflexion de enfin, ce sur quoi tu vas te placer? Est-ce que c'est Bitcoin, Ethereum ou est-ce que c'est mm. aussi d'autres alt? Euh, et à quel point tu mets quand même du poids dedans? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que 20% c'est quand même assez petit. Donc c'est quand même vraiment une petite partie de ton temps, concrètement. Mm. Alors, en fait, vu que le potentiel de hausse sur un Et beau fort. dollar cost average ou sur un beau potentiel altcoin qui a été bien choisi, etc., est énorme. Il ne faut pas penser que 20% c'est si peu. Hmm. Mais c'est vrai que la passivité qu'implique d'être investisseur, la patience que ça implique, voilà, le fait voilà, d'être capable de laisser ça pendant des années, des mois, etc., sans vraiment avoir de retour, fait que je préfère avoir une petite somme parce que, enfin, ou une somme moins importante que dans le trading. Ça, c'est Hmm, hmm, hmm. pour moi primordial et c'est pour ça, en fait, finalement, que j'ai décidé parce que ma personnalité faisait que bah, je préfère être beaucoup plus actif, je préfère voir mon equities monter, descendre dans l'instant ou proche que cet aspect patience, patience, patience pour rentrer au bon moment, pour sortir au bon moment après tant de temps, etc. Donc moi, j'ai besoin de ce sentiment d'activité. C'est pour ça que j'ai fait le choix voilà, d'être plus actif en trading. Mais c'est sûr que par exemple, si on a une autre activité de côté, etc., par exemple, il est préférable, je pense, plutôt que de faire n'importe quoi en trading, voilà, de choisir quelques valeurs sûres ou en tout cas des valeurs plus assujetties à une croissance. Même les top, enfin bon, bien qu'on peut avoir des surprises, hein, comme malheureusement le Luna ou autre, mais c'est pour ça que c'est mieux d'avoir plusieurs valeurs comme Ouais. ça de long terme. Mais voilà, je pense que c'est un choix. C'est un choix en fonction de sa personnalité, de ses envies, de sa patience, de son envie de. Voilà. Tout ça, je Je trouve pense ça que c'est assez des intéressant éléments importants. Ouais. parce que moi, en fait, du coup, j'ai eu un peu, comment dire, j'ai toujours un peu cette réflexion-là, tu vois. Mm, C'est-à-dire que je suis plutôt bon sur du trading et vraiment sur du court terme, sur les perps, etc. Mais en mm, même temps, historiquement, ce qui m'a fait le plus gagner, je pense, pas le plus gagner, mais en tout cas, l'argent que j'ai fait le plus facilement, c'était avec des investissements. mm, Euh, et en même temps, euh, je pense que c'est un sujet qui est assez intéressant. C'est que moi, en ce moment, je suis en train de me prendre la claque des NFT. mm, mm, Et la claque des NFT, je l'ai tellement prise que pour moi, en fait, comment dire, je suis obligé d'investir un peu plus, en fait, de mettre un peu plus d'argent dans ma partie investissement. Parce mm, que, en fait,
ce marché-là, alors il est corrélé en USD, mais je trouve Mm, qu'il est relativement décorrélé en valeur Ethereum ou Solana. Et mm, ça peut aussi te... Alors je sais pas si toi tu réfléchis d'ailleurs en nombre de Bitcoin ou en dollars, je pense plutôt en dollars, mm, mais mm. comme, tu vois, on arrive quand même à générer de beaux rendements sur NFT avec tout ce qui est airdrop, avec tu vois, tout ce que les projets bâtissent. Donc c'est un petit peu une réflexion que j'ai encore aujourd'hui. Toi, aujourd'hui, tu penses surtout en dollars ou tu penses par exemple au Bitcoin, enfin en Bitcoin ou en Ethereum? Non, non, personnellement, je passe en dollars parce que je vis en dollars ou en fiat. Donc, forcément, dans ma tête, C'est ce qui résonne le plus, quoi. c'est ce qui Ouais. résonne le plus. En revanche, dans mon investissement et ce genre de choses, je pense en unité, dans le sens où voilà, je suis friand d'augmenter mon stack d'Ethereum et j'essaie de penser en unité. Pour moi, c'est intéressant d'avoir un Bitcoin, c'est intéressant d'avoir un Ethereum, etc., etc. Donc, c'est sûr que je parle de façon unitaire sur ces actifs parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai fait le choix et j'ai pris le risque en investissant dans ces cryptos et dans ces valeurs que voilà, que le potentiel haussier est énorme, que le potentiel baissier est aussi important, mais bon, le maximum c'est zéro. Et donc, dans ces cas-là, en fait, quand j'ai fait le choix d'investir dedans, je sais que le potentiel aussi est important, mais je sais que le potentiel baissier l'est aussi. Mais voilà, j'ai fait le choix de ne pas utiliser cet argent, de ne pas le toucher. Et c'est pour ça que finalement, si j'avais mis 80% de ma valeur dedans, j'aurais été extrêmement frustré de ne pas avoir le droit de toucher à ça. Donc, plus on met une valeur infime, plus on met un montant finalement qui n'est pas important par rapport à Plus t'es notre zen, voilà, plus on est capable de pas mettre de la toucher, de pas faire de distance. bêtises, Ouais. etc. Voilà. C'est pour ça que je parle toujours en dollars dans ma tête. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, j'achète toujours tout en euros-dollars. Donc, je parle en dollars. En revanche, il y a des choses dont je suis friand et c'est d'avoir des unités de BTC, d'avoir des unités d'Ethereum. Ça, c'est des choses qui m'emportent et c'est des choses que j'essaye euh, le max d'avoir. Par exemple, hein, enfin, je veux dire, je sais pas jusqu'à où on peut baisser, je sais pas si c'est fini ou pas, mais je sais que c'est dans ce genre de moment tragique, fatidique, que là, j'ai envie d'acheter de l'Ethereum, que j'ai envie d'acheter des Bitcoins, etc. Parce que quoi qu'il arrive, par rapport à tous les moments clés, enfin, ce genre de drawdown aussi important, de chute aussi importante, ça arrive quoi, 2, 3 fois, 4 fois dans l'année. Donc, quoi qu'il arrive, je sais que je suis dans un des moments clés de l'année pour éventuellement faire une concession et éventuellement voilà, essayer de débloquer de fonds pour pouvoir investir. Ça, c'est sûr. Parce que au final, je sais que dans mon investissement, voilà, ça reste un prix moyen abordable, quoi qu'il arrive Hmm. actuellement, que de se placer. Bah, c'est vrai que moi, enfin, j'ai eu des gros runs, tu vois, genre Ethereum, je l'ai acheté en moyenne, je crois, à 100 ou 120 dollars. Mmh, ADA, je l'ai acheté en moyenne à 2 ou 3 centimes. mmh, Tu vois, enfin, Bitcoin en moyenne peut-être à 4 5 000 dollars, tu vois, donc forcément, mmh, alors, sur des investissements, c'est difficile d'être perdant en crypto. Et je mmh. pense que c'est là où on voulait en venir. Clairement, D'un point de clairement. vue. À part Ouais. dans les tragédies comme sur le Luna Oui, ou autre, où il peut exactement. se passer un Black Swan, voilà, Ouais. un mauvais truc. Malheureusement, c'est aussi, enfin, ça fait aussi partie de ça, l'investissement. Si on était sûr de gagner dans l'investissement, voilà, on serait tous riches. Donc, c'est pour ça que je pense que surtout, après, tout dépend de sa capacité à se renseigner, de sa capacité à faire des recherches. Je pense que si on se focalise son énergie sur le numéro un, numéro 2, déjà, euh, Fais moins voilà, d'erreurs. on s'offre plus de chances de réussite, peut-être moins de potentiel haussier, mais plus d'assurance en fait dans la suite, quoi. Pour parler un petit peu NFT, comme je disais, Mhm. j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que tu t'es pris la claque et est-ce que tu en as acheté? Est-ce que tu t'es un peu essayé au jeu? Et la Mhm. deuxième question, c'est surtout, dans le cas où tu t'y es pas essayé, où tu n'as pas vraiment Mhm. pris la claque, est-ce que tu imagines un monde où peut-être dans 3 mois, tu trades des futures ou tu trades des produits dérivés euh, Mhm. assis ou en tout cas liés, corrélés au NFT.
Bah, je pense que c'est quelque chose qui est jouable tôt ou tard, dans le sens où si on regarde la finance traditionnelle, il y a tout type de contrats sur tout type de choses, c'est complètement dingue. Donc, je pense que c'est tout à fait possible que par la suite, il y ait des contrats corrélés au NFT, ça, j'en doute pas. Ça sera intéressant, ça c'est sûr. Ça sera, j'imagine, il y aura un type de psychologie, un type de méthode peut-être adapté. Est-ce que je me vois les trader? Pourquoi pas? En tout cas, je me vois essayer, ça c'est sûr. Voilà, moi je pense que les NFT, c'est sympa. C'est un truc intéressant. Je pense que c'est un secteur qui va attirer en fait beaucoup plus de monde Beaucoup plus dans mainstream, la ouais. crypto-monnaie parce qu'en fait, ils vont rentrer par les NFT ou ils vont s'initier à la crypto grâce aux NFT peut-être. Donc moi, je pense que c'est un secteur d'avenir. C'est un secteur comme tout secteur nouveau bah, où il va y avoir des belles histoires, des sales histoires. Ça, c'est malheureusement inévitable, hein. C'est comme à l'époque en 2018 avec toutes ces ICO, etc. Il y en a des très bonnes qui ont fonctionné, comme Krill, hein, par exemple, qui est une des ICO de Mhm. 2018 qui a bien cartonné, et un gros paquet de trucs qui valent strictement rien ou qui sont Merde. encore pires, partis avec la caisse, quoi. Donc, c'est un secteur nouveau, c'est un secteur potentiel d'avenir, c'est un secteur où il va y avoir de tout. Du bon, du mauvais, du très très bon, hein, ça on a pu le voir aussi. Donc voilà, je pense que si c'est un secteur qui nous intéresse, il faut s'y lancer. Moi j'ai acheté 2, 3, 4 trucs mainstream hein, qui maintenant sont sous l'eau, euh, principalement. Donc quoi qu'il arrive, je peux pas encore me juger comme expert NFT. En tout cas, c'est pas là où j'inviterai mon audience à me suivre parce que pour l'instant, je Ouais, n'ai pas encore fait c'est de compliqué, beaux ouais. profits dessus, quoi. Mais je trouve ça intéressant parce que, tu vois, je m'attendais à ce que tu sois peut-être plus fermé à ça. On a l'habitude d'avoir Mm, des gens qui sont très fermés au NFT et mm. surtout quand on est dans le trading, on est en mode pourquoi j'irais toucher à ces merdes-là. Mm, mm, Donc, enfin, pour être assez vulgaire et mm. familier. Donc, donc, je trouve ça intéressant à ce niveau-là. On arrive à la fin. Je crois que tu as un petit impératif Tout à fait, très ouais, vite. ça y est, ouais. Pour clôturer un petit peu cette discussion-là, Mhm. je voulais savoir un petit peu si tu avais peut-être des envies de partage, que ce soit des choses qui t'ont inspiré, des gens qui t'ont inspiré, des choses que tu consommes qui te permettent de progresser. Bref, quelque chose qui te tient à cœur, auquel tu t'intéresses en ce moment et que Mhm. tu aimerais peut-être partager aux gens. Alors, ouais, c'est peut-être un peu cliché, mais par exemple, un livre qui m'a énormément inspiré, qui est super court et qui est super abordable à lire, c'est Le pouvoir de l'instant présent de Eckhart Tolle. Donc ça c'est un livre que je conseille à tout le monde qui veut un peu démarrer un peu dans ce délire un peu d'éveil spirituel ou autre, sans partir hein, dans des folies. Quand on dit éveil spirituel, souvent ça y est, on pense à la religion ou autre, alors que là ça n'a rien à voir. C'est plutôt vraiment penser au moment présent, penser voilà, avoir un rôle plus important en fait dans sa façon de penser et dans sa façon d'apprécier la vie, le monde, etc. Donc ça, c'est évidemment un petit bouquin simple à lire que je peux recommander à toute personne Mhm. qui souhaite être plus présent dans la vie et donc du coup profiter indirectement beaucoup plus de la vie. Donc ça voilà, c'est un petit truc que je peux conseiller, que je relis de temps en temps parce que je pense que c'est vraiment un bon livre. Et mis à part ça, voilà, d'être conscient de ce qu'on fait, d'avoir toujours la tête sur les épaules, rester humble, jamais penser qu'on est plus fort que le marché. Le marché est tout de même une bête sauvage assez difficile à dompter. Donc voilà, tous ces éléments pour moi sont des éléments qu'il faut avoir en tête. Et voilà, s'accrocher pour toute personne qui s'intéresse à ce domaine. Vraiment, l'objectif et ce qui va différencier une personne lambda, c'est sa capacité à s'accrocher, sa capacité à se relever face aux échecs. Et c'est vraiment ça qui va pouvoir différencier la personne qui risque de perdre avec une autre qui risque évidemment de récolter les fruits d'une réussite. Mhm. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. J'ai trouvé ça archi cool. Je pense que
tu nuances bien avec les différents invités que j'ai. J'ai Mhm, l'impression que tu es très posé, très rationnel avec le trading et je trouve que tu es vraiment en phase avec ce que tu fais et un petit peu, bah même moi, ce que je vis d'un point de vue trading. mhm, Je pense que, enfin bref, je suis assez impressionné par aussi la maturité et le recul que tu as par rapport au trading. mhm. Parce que des fois, on Merci, a un peu merci. tout le temps la tête dans le guidon Mhm, bon, on voit que le court terme. mhm, mhm, Évidemment, on peut prendre des leçons, mais j'ai l'impression que tu as beaucoup de recul. Donc, je pense que c'est notamment enfin, avec ce que tu fais pour la communauté que tu vois ça. mhm. Où est-ce qu'on peut te retrouver, tout simplement, et où est-ce que les gens peuvent te voir un peu plus? Alors, en fait, bah, on me retrouve sur Twitter, Captain Crypto 21. On me retrouve sur YouTube, Captain Trading. On me retrouve sur mon site internet, captain-trading.com. Bref, hein, on tape sur Google Captain Trading. Je pense qu'on me trouve assez facilement. J'ai un peu tous les types de réseaux, Telegram, Discord. Enfin, tout existe. Donc, je pense que n'importe quel, même Facebook d'ailleurs, j'ai un groupe où il y a plus de 20 000 personnes, je crois, dedans. Incroyable. 18 000 personnes sur apprendre le trading crypto, je crois, un truc dans le genre. Bref, voilà, je suis assez trouvable, hein. Captain Trading, normalement, on trouve assez facilement. Et voilà, bah, je vous invite à rejoindre mon univers, hein, qui est assez proche du tien aussi, quoi qu'il arrive. Euh, et voilà, si vous êtes vraiment vous êtes friand d'apprendre, d'en savoir plus sur ce domaine d'activité, évidemment, je peux que vous inviter à me rejoindre sur les réseaux, sur YouTube ou autres. Parfait. Bah écoute, j'incite tout le monde à évidemment consommer un petit peu ton contenu. Je sais que tu as fait de belles choses sur YouTube, même des vidéos pédagogiques. Donc voilà, n'hésitez pas à consommer tout ça. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles interviews. Peut-être le dernier mot, si je devais inviter quelqu'un prochainement sur la chaîne, qui t'aurait en tête, qui t'aimerait voir. Bah écoute, pourquoi pas High Stack Capital, je sais pas si tu as réussi à l'avoir, mais ça serait toujours intéressant de le Ouais, je contacter, le par connais exemple, bien. c'est des gens Je le connais bien. intéressants. C'est possible. Ok. Donc voilà, je pense que on a pas mal à apprendre de lui. C'est un trader un peu spécial par rapport à ses méthodes qui sont peut-être différentes des nôtres. Donc c'est forcément intéressant d'éventuellement voilà, de connaître le personnage. Bah écoute, c'est bien noté. Bah écoute, je vais essayer ça. En tout cas, merci encore pour ton temps et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ça Tchuss. marche. Allez, à plus. Ciao, ciao.